bonsoir Aniva, merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'être avec nous, vous voyez, très nombreux. C'est génial. Étudiants, jeunes, pour essayer de comprendre ce qui se passe exactement sur le terrain, puisque vous y étiez. Je voulais quand même venir sur une question d'actualité, parce que hier, donc, le journaliste français est mort, un JRI, un journaliste reporter d'image, donc qui est plutôt derrière la caméra, mais qui faisait partie d'une équipe de BFM TV, qui est pigiste. J'ai deux questions quand même à vous poser. La première, c'est est-ce que quand on est sur le front, quand on est sur le terrain, surtout vous étiez dans le Donbass, sur un terrain qui était particulièrement hostile, est-ce que vous arrivez quand même à oublier cette notion de danger? Est-ce que, en fait, quand vous êtes sur le terrain, vous avez cette idée-là en tête, ou au contraire, c'est quelque chose qui vient vous percuter, comme ça a pu percuter hier? Non, moi évidemment que si je vais sur un terrain de guerre, j'ai constamment présent à l'esprit le danger de la guerre. Ne pas l'avoir serait absolument déraisonnable, serait irresponsable. Donc on ne peut pas l'oublier, et tout mon comportement dépend de cet état de situation. Donc on n'est jamais sûr de rien, nulle part, dans la guerre et pas dans la guerre, mais dans la guerre encore plus. Donc mon collègue de BFM TV s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça arrive, c'est ni le premier ni le dernier. Ce n'est évidemment pas une raison pour moi d'arrêter d'y aller. On me pose cette question à chaque fois, ça fait plus de 20 ans que je couvre des guerres. À chaque fois qu'il y a un journaliste mort sur le terrain, ou qu'il y a, à l'époque c'était beaucoup en Irak et en Afghanistan, les kidnappings de journalistes, à chaque fois que ça se produisait, on pose la question aux journalistes qui vont sur place en disant, comme si les journalistes qui posent des questions aux journalistes qui vont sur place, eux avaient justement perdu à l'esprit le fait qu'à la guerre ça peut arriver. Mais nous qui allons sur le terrain, on ne le perd jamais d'esprit. Ce n'est pas possible. Comment pourrait-on? C'est-à-dire, être reporter dans un terrain de guerre n'a rien à voir à être reporter. Mes livres sur la France sont des livres dans un pays paisible, dans lequel justement il faut aller chercher l'info, parce que, alors que dans la guerre, l'info, elle est plus facile entre guillemets à aller chercher, parce que c'est la guerre qui produit l'information. Donc vous me dites, j'étais dans le Donbass, une zone hostile, mais pourquoi? Qu'est-ce que voulez-vous que je fasse dans le reste? J'ai rien à faire. Mais j'ai rien à faire. Quand je vais en Ukraine pour couvrir la guerre. Où elle est la guerre? Elle est là. Donc il faut aller la chercher, il faut aller sur le front. Moi, les informations, elles vont pas venir à moi. Hein. C'est moi qui vais les chercher. C'est ça être reporter de terrain, c'est ça qui fait la différence, c'est ça qui fait la légitimité du reporter sur le terrain. Si on va sur le terrain pour rester ailleurs, il faut être là où on pense qu'il y a de l'info, de l'action, des choses à raconter, des choses à transmettre, des choses à partager. Donc il faut aller là où ça se passe, en choisissant soi-même où on va. Et donc le Donbass, notre collègue de BFM TV avait raison d'y être. Il avait raison d'y être, il faisait son métier. Et malheureusement, oui, comme il est JRI et qu'il filmait, il était donc dans ce bus et il était devant, le plus proche du pare-brise, parce qu'il voulait filmer quelque chose, parce que sinon ça ne servait à rien d'être là, alors que son collègue était derrière avec la fixeuse ukrainienne et qu'eux n'ont rien eu, quasiment rien eu. Donc lui, il a été victime d'un éclat d'obus, parce que l'obus est tombé juste à côté de ce minibus qui était en marche. Et ça, c'est les risques de la guerre. Et il a succombé à ses blessures immédiatement. Il a été frappé au cou. Il avait un casque de protection et il avait un gilet pare-balles. Est-ce qu'il a été ciblé? Vu que apparemment il couvrait un convoi d'évacuation humanitaire. Est-ce que vous avez des informations sur le fait que l'armée russe cible les journalistes qui sont en train de couvrir des événements dans le Donbass? Je n'ai pas ce genre d'informations. Pour le moment, les journalistes qui sont morts en Ukraine n'ont pas, semble-t-il, été ciblés. C'est-à-dire qu'un éclat d'obus de mortier, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Israël il y a quelques semaines, vous vous souvenez, où une journaliste palestinienne a été
tués, sans doute sciemment. L'enquête le montrera, elle est en cours, même si évidemment les Israéliens sont très mécontents du fait qu'elle existe, par un sniper israélien. Ça n'a rien à voir. Oui. Tandis que là, on est dans une zone où les obus mortiers tombent, qu'il y ait ce journaliste présent sur place ou pas. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ce bus précisément était ciblé? Je ne pense pas que les Russes aient d'informations sur qui était dans le bus, hein. Mais ce qui était ciblé, c'était cette route. Cette route par laquelle, justement, c'est donc là, c'est pas sur votre carte, mais c'est, enfin si, c'est dans la zone, là, vous voyez, qui est disputée. La zone rouge, c'est déjà pris par les Russes, et la zone assurée, elle est disputée. Donc là, on est à Severodonetsk et Lysychansk, qui sont deux villes moyennes, enfin très moyennes. En temps normal, il y a 100 000 habitants, hein, à peu près dans chacune des villes. Là, il y en a évidemment beaucoup moins, mais il en reste quand même près de plus de 12 000 dans chaque ville. Donc quand on vous dit à la télévision que les villages sont vides et évacués, c'est faux. Il reste toujours des personnes partout. On ne peut pas forcer tout le monde à partir. Et donc lui, il était parti de Kramatorsk, qui est à peu près au milieu, là, qui est enfin tout ça, c'est l'endroit où j'ai été. Tous les journalistes vont. Pour aller, justement, il fallait bien qu'il filme quelque chose, il faisait son métier, une fois de plus, pour aller, pour filmer, c'était, je crois, des personnes âgées qui étaient en train d'être évacuées, justement, mais qui, elles auraient pu être évacuées plus tôt. Si elles n'ont pas été évacuées plus tôt, c'est qu'elles ne le voulaient pas. Donc, lui et son collègue ont décidé d'aller filmer ça, et ils sont partis de Kramatorsk pour aller dans ils se sont rapprochés du front. Se sont rapprochés du front et ils savaient pertinemment que sur le front il y a un danger de recevoir ce genre de... Mais évidemment, quand on est sur place, comme on veut faire quelque chose, on a toujours tendance à penser qu'il ne se passera rien. Mais en fait, on n'en sait rien. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes partie toute seule. Je crois que vous êtes partie, vous allez peut-être me contredire, sans fixeuse. Ah mais moi je pars toujours toute seule. Voilà. Mais, non mais ça dit quelque chose aussi. Parce que généralement, on part en équipe, on part pas seul. Ouais, pourquoi là, je sais pas pourquoi vous m'avez invité moi, mais enfin moi je suis pas du tout standard. Mais justement, c'est très bien, c'est ça qui est intéressant. Mais c'est généralement, mais je vais vous dire pourquoi. D'abord, moi, il est hors de question que j'ai besoin de personne en Ukraine. Je parle la langue. C'est un pays que je connais depuis 25 ans. Donc, je suis spécialiste de l'ex-URSS, de la Russie. J'ai été en Ukraine des dizaines et des dizaines de fois. J'ai été basée à Moscou pendant 10 ans. Je parle cette langue comme je parle le français. Donc, pourquoi j'aurais besoin? La plupart des journalistes français n'ont jamais mis les pieds ni en Ukraine ni en Russie. Ils ne parlent pas du tout la langue. Ils ont besoin d'un traducteur et d'un fixeur. Le fixeur, c'est celui qui leur organise leur rendez-vous. Ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes puisqu'ils ne connaissent pas la région. Moi, je fais tout moi-même. Donc là, vraiment, c'est bien l'endroit où je n'ai pas besoin de personnes comme ça. Mais j'ai fait comme ça depuis le début de ma carrière. Et la première des guerres que j'ai couvertes, c'était la guerre en Tchétchénie, qui était déjà une guerre menée par l'armée russe. Donc je me retrouvais sous les bombardements russes, dans un théâtre d'opération minuscule, un mouchoir de poche par rapport à l'Ukraine. Vous voyez, voilà, l'Ukraine c'est plus grand que la France. La Tchétchénie c'est à peu près grand comme cette région-là, c'est grand comme la région Rhône-Alpes en France, la Tchétchénie. Or, à l'époque, en 1999, 2000, 2001, on est avant le 11 septembre 2001. Bon là, vous avez beaucoup entendu parler de Mariupol. Et ben la Tchétchénie, c'était Mariupol, mais à la dimension de quand même une région qui est aussi grande que Rhône-Alpes, vous voyez. Donc, parce que mais c'était, et ça n'était pas un État indépendant comme l'est l'Ukraine par rapport à la Fédération de Russie. C'était un État, et ça le reste, puisque cette guerre n'a pas réussi, c'est-à-dire ça faisait partie de la Fédération de Russie. Les motifs de la guerre en Tchétchénie, c'était que une partie de la population des civils tchétchènes voulait se séparer de la Fédération de Russie pour devenir un État indépendant. Ils n'y sont pas parvenus. Ça a été un désastre et il y a eu énormément de morts. Donc ça, c'était ma première guerre. Donc là, j'étais... évidemment, je parlais russe et c'est là que j'ai commencé à travailler comme ça en ayant besoin de personne. Et puis ensuite, j'ai été en Afghanistan, en Irak, où là, je n'ai pas du tout la même connaissance de la langue du pays, mais j'ai appris l'arabe. Sur le terrain?
Non, pas sur le terrain, je l'ai appris ici, mais ma connaissance de l'arabe n'a rien à voir avec ma connaissance du russe. Elle est bien moins bonne, et surtout que j'ai appris l'arabe littéraire. Et que donc, évidemment, sur le terrain, ça n'est pas du tout le même, comme vous savez, au Maghreb, en Syrie, en Irak, etc. Mais bon, je suis polyglotte, je parle 7 langues, j'adore les langues, donc il y a quand même souvent sur le terrain des gens qui parlent une des langues que je connais. Et d'ailleurs, le russe, puisque l'Union soviétique était un empire colonial avec une certaine efficacité pendant un certain nombre de décennies, l'armée soviétique, l'armée rouge, avait envahi l'Afghanistan et l'avait occupé de 1979 à 1989. Ils en sont partis en 89. Donc, il y a en Afghanistan, j'ai parlé russe. J'ai souvent parlé russe. En Irak aussi, j'ai parlé russe. En Irak, j'ai parlé russe à des membres, à des représentants de l'armée irakienne qui avaient fait leur classe à Leningrad, qui ne s'appelait pas encore Saint-Pétersbourg, l'académie navale, parce qu'il y a une marine irakienne, même s'ils ont très peu de kilomètres de côte, il y a une marine irakienne, et donc j'ai parlé russe en fait dans tous les pays où j'ai été. C'est toujours intéressant de parler une tierce langue. Bon, en Ukraine, ça n'est pas une tierce langue en Ukraine, puisque c'est la langue de l'envahisseur, et que justement, une des raisons, disent les Russes, de leur invasion, ce sont les lois qui prétendent être anti-russes, qui ont été votées par les Ukrainiens il y a fort longtemps, en 2014, qui obligeaient l'administration ukrainienne à ne plus parler russe, mais à ne parler que ukrainien. Donc vous voyez que le président Volodymyr Zelensky, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais bon, il parle ukrainien bien sûr, mais en fait il parle au départ mieux russe. Il est locuteur de russe, mais ça c'est banal en Ukraine. Il y a énormément de gens en Ukraine qui parlent mieux russe qu'ukrainien. Mais aujourd'hui, depuis en fait 2014 et depuis ces lois, il y a de plus en plus la langue ukrainienne est de plus en plus mise en avant. Et à l'école, la langue russe est devenue une option. Évidemment, elle est une option de moins en moins choisie. Et donc, du coup, moi je pense que la langue russe va disparaître peu à peu de l'Ukraine. Dans 10-15 ans, il n'y aura pratiquement plus personne qui parlera russe, parce que ceux qui parlent russe vont vieillir et mourir. Mais encore aujourd'hui, ça reste une langue qui est complètement usuelle en Ukraine. Donc voilà, pour ces raisons-là, j'ai pas besoin de... Et en plus, ce sont les équipes télé qui sont nombreux, qui sont jamais seuls. Les équipes télé, eux, ils peuvent jamais être seuls. Sauf s'il y a un JRI tout seul, mais ça se fait de moins en moins. Mais là, généralement, donc ils sont en binôme, forcément, et puis ils ont leur fixeur, leur traducteur. Généralement, ils sont plutôt 4. Ouais. Oui, en presse écrite, c'est... Presse écrite, c'est déjà différent. Alors justement, on va en venir à vos papiers. Moi, j'ai quand même quelque chose qui m'a frappé, et je pense qu'il est intéressant et dont on parle peut-être pas assez souvent, c'est que vous le rappelez, vous le dites, vous étiez déjà allé en 2014 lors de l'invasion de la Crimée et du début de cette guerre finalement, oui, parce que cette guerre n'a pas débuté. Non, il faut remonter à 2014 et même à 2004 et si vous voulez même à 1991. Si vous pouvez dire quelques mots. Mais c'est clair, c'est vrai que le monde entier se réveille le 24 février 2022, mais enfin c'est un peu honteux, parce qu'en 2014, quand les Russes sont arrivés et ont pris la Crimée, ça n'a pas fait un énorme buzz. Hein. Ça l'a fait, mais de façon, dans les médias, extrêmement quand même rapide. Voilà. Et pourquoi? Tout simplement parce que personne en France n'avait l'impression que ça allait arriver jusqu'à la France. La grande différence, c'est quand les gens ont peur. Donc, quand les gens ont peur, les médias s'emparent du sujet. Et en 2014, ça faisait pas peur, parce que c'était limité à la Crimée. Bon, j'y étais déjà pour le point. C'est absolument dément ce que les Russes ont fait cette fois-là, parce qu'il n'y a pas eu un coup de feu tiré en une nuit. C'était vraiment incroyable. Des forces militaires qui étaient déjà sur place, parce qu'à Sébastopol, qui est la grande ville de la Crimée, il y a une base militaire russe depuis des décennies et des décennies, qui était en fait soviétique, et que justement les Russes avaient gardée, avaient conservée, alors qu'elle se trouve en Ukraine. Donc ils n'ont pas eu grand chose à faire, les militaires sont juste sortis de cette base, dans la nuit ils ont enlevé leur badge, donc pour n'avoir aucune preuve finalement à quelle garnison, bataillon ils appartenaient, etc. Et ils ont sécurisé la zone. Et ça a été en fait en un tournement.
Et nous, les journalistes qui étions sur place, on entendait bien qu'entre eux, ils se parlaient en russe. Et on leur disait, mais vous êtes russe? Et ils ne répondaient pas. Les mecs ne répondaient pas. Ils avaient ordre de ne pas répondre. Donc c'était devenu presque une espèce de blague. Enfin, c'était une blague de très mauvais goût, mais c'était un coup que les Russes ont fait comme ça. Et donc du coup personne n'a eu vraiment peur. Enfin, sauf les Ukrainiens, bien sûr. Mais je parle du monde occidental. Et puis déjà, à l'époque, ça grondait dans le Donbass. Donc, et après cette prise de la Crimée, une partie, ce que vous voyez là en rouge, c'était donc à l'époque, il n'y avait pas d'armée russe. Il y avait, c'est-à-dire les Russes ont été là aussi très stratégiques. Ils ont utilisé des forces de l'ordre locales, c'est-à-dire de la région, des deux régions dont vous entendez tout le temps parler à la télévision, de Lugansk et de Donetsk. Ils se sont appuyés sur eux, donc ils ont fait du lobbying. Comme ce sont des russophones et des russophiles dans cette région, et ils les ont utilisés comme militaires finalement pour faire la guerre à l'armée ukrainienne, sans que ce soit les Russes qui la fassent. Et donc ça a donné une confrontation armée bloquée, gelée depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, avec vraiment une guerre de position, c'est-à-dire il y avait les positions russes et les positions ukrainiennes, et en fait ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'elles ne bougent pas tant que ça. Les positions ukrainiennes dans le Donbass, elles se sont renforcées depuis 2014. Maintenant, il y a cet enthousiasme phénoménal pour la guerre, cette résistance. Mais au niveau, c'est ce que je disais tout à l'heure assez dans l'air, il n'y a pas de victoire claire pour le moment, ni d'un côté ni de l'autre. Et c'est bien ça le problème. Quant aux Russes, ils avancent certes du côté de Severodonetsk et leur but est d'en aller encore un peu plus à l'ouest, mais moi je fais partie de ceux qui pensent que c'est pas sûr du tout qu'ils y arrivent. Bon, mais on peut remonter aussi à 2004, parce que 2004 c'est le premier moment où le peuple ukrainien est descendu dans la rue pour protester contre justement le côté trop pro-russe de leur leader, de leur président. Et d'ailleurs, je vous parlerai de leur président qui n'était évidemment pas du tout Zelensky. Mais Zelensky, je voudrais quand même vous dire aussi quelques mots là-dessus, on y reviendra. Mais avant la guerre, il était considéré comme relativement pro-russe. Oui. Donc c'était pas. D'ailleurs, ils l'ont vu d'un bon oeil sur l'élection. Les Russes, les Russes plutôt, en disant finalement ça sera peut-être plus facile entre guillemets. Oui, je sais pas. En tout cas, il y avait du mépris envers lui dès le départ, parce que justement c'est un homme qui dirige une société de production, qui est un acteur, qui n'a rien à voir avec le profil normal des précédents présidents ukrainiens, sur lesquels des gens comme Poutine et tous ceux qui l'entourent avaient davantage d'influence. Parce que en fait, Zelensky, c'est le produit du dégagisme, comme avec nous Mélenchon. Hein. C'est vraiment ça. C'est un homme qui n'a rien à voir avec la politique et qui est arrivé telle une bombe dans le pays et qui n'était pas forcément très populaire avant cette guerre. Et donc la dernière date à laquelle il faut remonter, c'est 1991. 1991, c'est la dislocation de l'URSS. Fin décembre 1991, c'est quand même des dates extrêmement importantes. L'URSS disparaît. L'Union soviétique disparaît. Mais là aussi, sans guerre, sans coup de feu. Et en fait, la guerre, on est en train de la voir aujourd'hui. Ce sont les conséquences aujourd'hui de cette dislocation de l'URSS qui en fait n'était pas organisée ni prévue. Et donc des tas d'États qui faisaient partie de l'immense URSS sont devenus indépendants du jour au lendemain, alors que, non pas ils ne le voulaient pas, mais ils ne l'avaient pas préparé. Que ce soit justement l'Ukraine, la Biélorussie, les pays baltes beaucoup plus, parce que les pays baltes ont toujours été très anti-soviétiques, mais on a aussi tous les États qui sont aujourd'hui ce qu'on appelle les stans, l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, etc., le Kazakhstan, l'Asie centrale ex-soviétique, eux aussi sont devenus indépendants sans véritablement l'avoir demandé. Donc c'est la raison pour laquelle les présidents qui étaient en place à l'époque sont restés. En fait, ils n'ont pas eu besoin, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de confrontation, il n'y a rien eu. Et ça en dit long quand même sur la difficulté pour cette entité soviétique qui a quand même duré, l'idéologie communiste, plus de 7 ans, 75 ans, hein, plus de 7 décennies, 75 ans. C'est énorme, c'est plusieurs générations.
Et ça en dit long sur... ça explique quand même un petit peu à quel point, pourquoi Vladimir Poutine, après avoir été un homme qui voulait intégrer les institutions internationales occidentales, eh bien petit à petit a durci sa position et on est arrivé à cette guerre d'aujourd'hui parce qu'il ne pardonne pas aux Ukrainiens de ne pas être complètement à sa botte et de ne pas être pro-slave et d'avoir une immense partie de sa population, maintenant représentée par le président, qui souhaite, qui est plus moderne, qui souhaite véritablement se détacher complètement de l'ancien bloc soviétique et d'avoir une existence européenne. Et c'est ce que disait exactement justement le membre que vous avez interviewé dans votre article sur Mykolaïv. C'est exactement ce qu'il disait, c'est-à-dire qu'en fait, même si la guerre est horrible, il l'a dit, je crois, vous l'avez cité, c'est-à-dire que c'est horrible en fait ce qui se passe la guerre et c'est difficile aussi de dire ça pour lui. Oui. Mais en fait, cette guerre-là, c'est justement, il le voyait en fait comme une opportunité de sortir définitivement du giron de l'ex-URSS. Quand j'ai lu ça, c'est à ce moment-là en fait que je me suis rappelé. Oui. En fait, en 91, ça s'est passé sans véritablement. Et en fait, c'est ça le problème. C'est ce qu'on est en train de payer aujourd'hui. Et tout l'Occident s'est en fait endormi à ne pas véritablement comprendre le traumatisme que ça avait été, que ça reste, et qui finalement met beaucoup de temps à se dissiper. Et avec certains États, ça ne marche pas. Donc, et c'est ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. C'est véritablement ça. Et il y a pas mal d'Ukrainiens qui disent ça, qui disent finalement, s'il nous fallait cette guerre pour définitivement nous éloigner complètement de cet ancien bloc, et bien finalement, on la tolère. Je me permets d'intervenir. Est-ce que vous sentez vraiment une différence de ce discours-là entre évidemment les populations qui sont encore sur le front et notamment dans l'armée que dans les terres ukrainiennes qui ne sont pas directement en conflit? Mais bien sûr, il y a des différences énormes. Il y a des différences énormes entre si vous voulez, la ligne de partage européenne. En fait, la fin de l'Europe, elle se situe quelque part là en Ukraine. L'Ukraine est divisée. Elle est véritablement divisée. Ça n'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, elle est comme l'URSS n'existe plus et qu'elle n'est plus obligée d'être sous le joug soviétique, eh bien, cette division profonde qui marque l'identité ukrainienne, elle ressort, elle s'exprime et elle est évidemment instrumentalisée par les uns et par les autres, ça c'est inévitable. Et elle donne un enthousiasme patriotique gigantesque. Et c'est pour ça elle est pas loin elle est loin d'être terminée cette guerre. Je me pose la question parce que je trouve que j'ai une amie qui habite à Lviv, qui y est toujours et qui est vraiment... Une amie ukrainienne. Oui, une amie ukrainienne. Qui est ultra patriotique. Elle était évidemment au tout début, mais plus avant cette année. Oui. Et notamment avec les bombardements de Lviv ces dernières semaines. Oui. Par le bombardement, il s'agit d'un missile ou deux, c'est pas la ville entière qui est bombardée, il faut bien le comprendre. Mais enfin, quand même avec des missiles, on va dormir. Bien sûr, bien sûr. Voilà, mais évidemment qu'elle est très patriote, mais elle est très éloignée du front. C'est-à-dire que si on la mettait face à une jeune de son âge qui habite à Severodonetsk, ils auraient du mal à se parler. En tout cas, ils auraient des points de vue différents. Mais c'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est pour ça que cette guerre est extrêmement complexe. Et qu'il n'y a rien de blanc et noir. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et ça ne sera pas facile pour le gouvernement, pour l'État ukrainien, de se relever de cette guerre. Et pas seulement au niveau des destructions, au niveau mental de ce qu'est cette identité ukrainienne. Mais pour le moment, il n'en est pas question, parce que pour le moment, évidemment, les armes parlent. Et elles n'ont pas fini de parler. Une fois de plus, je vous le dis, moi je pense malheureusement que cette guerre sera longue. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une vision hyper manichéenne qui est présentée dans les médias et notamment à la télé? Est-ce qu'il y a pas un énorme décalage entre ce qu'on voit sur le terrain et finalement ce qui nous est présenté, le gentil, le méchant, le bien, le mal? Écoutez, évidemment qu'il y a une vision manichéenne terrifiante qui n'est pas propre à la guerre en Ukraine. Mais elle est exacerbée parce que moi j'ai couvert la guerre en Tchétchénie, la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak, la guerre en Syrie, la guerre en Ukraine. Ça fait quand même beaucoup et c'est depuis 25 ans. Mais dans toutes les guerres que j'ai couvertes, il y a des visions manichéennes. C'est clair. Parce que de toute façon, il y a
des belligérants les uns contre les autres. Donc il y a une propagande contre une autre propagande. Ça, c'est inévitable. Je peux vous dire que si la France était en guerre, ça serait la même chose. On aurait la propagande de l'armée française contre la propagande de l'armée allemande, italienne, imaginons. C'est évident. Propagande, communication, c'est la même chose. Hein. C'est juste le mot diffère, mais c'est la même chose. C'est de la com. Bon, mais nous, journalistes, notre métier, notre raison d'être, c'est d'aller au-delà de la com, au-delà de ce que l'on veut nous faire avaler. Moi, personne ne peut rien me faire avaler. Hein. Enfin, là, en Ukraine, c'est hors de question. Mais évidemment, des télés qui vont très vite sur le terrain, qui n'ont pas la connaissance de la langue, peuvent éventuellement, mais elles peuvent aussi faire bien leur travail. Moi, je passe pas vraiment mon temps à écouter ce qui se passe sur les chaînes de télévision. Hein. Mais le fait est que, évidemment, comment voulez-vous qu'ils expliquent toute cette complexité? Vous avez vu le nombre de minutes déjà que je vous parle pour vous raconter des choses qui sans doute vous éclaircissent les esprits, mais ça prend du temps à raconter tout ça. Et les chaînes toute info, elles n'ont pas le temps. Ça dépend des émissions aussi, ça dépend. Par rapport à ça, est-ce qu'il y a eu une petite polémique la semaine dernière sur le fait que certains journalistes ont suivi un voyage de presse organisé par l'armée russe? Les Ukrainiens, enfin, en tout cas les autorités ukrainiennes ne l'ont pas bien pris, ou en tout cas ont menacé les équipes de TF1, de France 2 de ne plus avoir d'autres accès. Est-ce que vous pensez qu'un journaliste il doit participer à ces voyages qui sont parfois organisés par l'armée russe parce que c'est le seul moyen d'y aller? Mais je vais vous aider. Non mais attendez, l'armée ukrainienne fait la même chose. Tous les journalistes, toutes les images que vous voyez sur toutes les chaînes de France, et pas que de France, sont contrôlées par l'armée ukrainienne. Toutes. Le journaliste de BFM TV qui est mort hier est accompagné, il était avec la police ukrainienne. Il y a toujours des forces de l'ordre, sinon on n'a pas d'accès. Donc les journalistes ne le disent pas, mais l'armée ukrainienne contrôle tout. Moi, j'ai jamais vu ça de toutes les guerres que j'ai couvertes. J'ai jamais vu un contrôle aussi énorme. Donc, évidemment, les Russes font la même chose. Bien sûr. De toute façon, il est impossible, concrètement, qu'un journaliste qui couvre la guerre du côté ukrainien puisse passer du côté russe comme ça s'il n'a pas les autorisations. Les autorisations, c'est les Russes qui les donnent. C'est impossible. Sinon, il n'a pas d'image. Donc, c'est comme ça. Moi, je vais aller en Russie aussi, j'attends un visa, parce que moi, je ne conçois pas la possibilité de ne pas aller des deux côtés. Toute ma carrière, je n'ai fait que ça. En Tchétchénie, moi, je suis toujours au milieu des belligérants, c'est-à-dire, justement, pour ne pas avoir trop de problèmes. C'est-à-dire, moi, je suis avec ceux qui souffrent, ceux qui se prennent les bombes, les civils, et je raconte comment eux, ils vivent leur guerre. Et justement, ils nous donnent aussi leur point de vue sur les belligérants. En Tchétchénie, parce que c'est toujours une minorité qui combat, et une majorité qui souffre. Et les civils sont toujours en majorité. Bon, quand j'étais en Irak, il y avait la coalition menée par les Américains, et puis de l'autre côté, il y avait Daesh, Al-Qaïda, Daesh. Et entre les deux, il y avait qui? Les civils, les Irakiens. C'est toujours quand même très intéressant. Et puis, nous, les journalistes, on passe de l'un aux autres, des uns aux autres. Et en Afghanistan, pareil. Il y avait la coalition, et puis de l'autre côté, il y avait les talibans. Et au milieu, il y avait la population civile. Ben là, je fais la même chose, bien sûr, parce que n'aller que d'un côté, en étant uniquement embedded, embarqué en français, et les mauvaises langues en anglais vous diront in bed with, hein, in bed with, c'est-à-dire on ne vous montre que ce qu'on veut vous montrer. Et puis ça peut servir à la défiance aussi. Pas du journalisme. Il y a de plus en plus de défiance. On a eu un professeur comme ça qui dit non mais vous vous rendez pas compte, les médias vous mentent. Enfin, ça peut servir une défiance en fait, que justement genre les médias n'aillent que d'un côté. C'est-à-dire le problème. Ça pourrait être l'objet d'une autre conférence. La crédibilité, la légitimité des médias. Moi, j'ai pas attendu la guerre en Ukraine pour dire que très tristement, parce que ça me touche, elle était très abîmée, et les journalistes doivent s'en prendre à eux-mêmes. Ça, c'est difficile.
C'est compliqué, mais on est vraiment là-dedans aujourd'hui. On est dans une défiance vis-à-vis des médias, bien sûr. Mais pour moi, enfin moi de toute façon, je n'ai pas changé. Moi, personne ne me fera arrêter le terrain si j'ai pas envie. Et personne ne me fera, ne me convaincra de quoi que ce soit. C'est-à-dire moi, si par exemple on me dit, voilà, tu bosses pour moi, pour ma rédaction, mais il faut que depuis Paris je te dise, là tu peux aller là, tu peux aller là, je vais dire non, mais là, tu plaisantes, c'est moi qui décide où je vais. C'est moi qui suis sur le terrain, c'est moi qui ai la légitimité, c'est moi qui prends les risques avec ma vie. Donc je ne vais pas faire confiance à quelqu'un qui n'est pas sur le terrain, qui ne parle pas la langue, qui, soi-disant, parce qu'on l'a mis là comme c'est... Non, non, ça ne me va pas du tout. Mais moi, j'ai fait une carrière, une fois de plus, je ne dis pas du tout standard, puisque je suis une indépendante jusqu'à présent. C'est freelance. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas fait carrière dans aucune rédaction. Je n'ai jamais été salarié d'une rédaction de toute ma vie. Je suis ponctuellement, par exemple, là, Le Point, je leur ai dit, je pars en Ukraine, ça vous intéresse? Ils m'ont dit oui. Voilà, mais je n'appartiens pas au Point, je ne suis pas salarié du Point. Je l'ai fait pour des tas d'autres journaux avant, je l'ai fait pour le Washington Post, je l'ai fait pour... voilà, mais c'est ponctuel. Donc je ne suis pas attachée à une rédaction. Et j'y tiens beaucoup. Voilà. Qui veut poser une question? Levez la main, sinon on va s'organiser. Allez-y. Justement, c'est parce que vous avez ce sens d'indépendance, vous voulez absolument garder toute votre impartialité, toute neutralité, et surtout dans leur sens par confiance de liberté, vous ne voulez pas être limité dans votre exercice. Enfin, c'est les deux. Je veux absolument pas être limité en quoi que ce soit, effectivement. Mais ça, je suis comme ça dans la vie. Hein. C'est-à-dire nos limites, et c'est moi qui les limite, de toute façon. Donc ça, c'est clair. En plus là c'est mon métier, c'est-à-dire les informations que je vais rapporter vont dépendre énormément de ce degré de liberté. Si mon degré de liberté est moindre, mes informations ne seront pas les mêmes. Je me rappelle très bien d'une fois, il y a longtemps, où votre question m'y fait repenser, en Tchétchénie. Donc j'écrivais tous les jours pour Libération, sans appartenir à la rédaction. Et j'étais sous les bombes tout le temps, c'était dément. Enfin, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver ça en le tapant sur des moteurs de recherche. Mais je me rappelle d'une fois où j'avais accepté, j'avais un téléphone satellite, c'était mon seul lien avec, je dictais mes papiers à Libération, comme ça, il n'y avait pas les médias sociaux à l'époque, il y avait, donc et Libération m'avait dit, mais et si un jour tu faisais un reportage avec l'armée russe? Je dis pourquoi pas, parce que j'étais rentrée à Moscou, alors que après être restée plusieurs mois sans arrêt sur le terrain en Tchétchénie, et on avait réussi à organiser le fait que j'aille accompagnée par l'armée russe. Il y avait un autre journaliste avec moi, un journaliste du New York Times, je crois. Mais on a joué franc jeu pour les lecteurs de Libération, c'est-à-dire j'ai fait une double page en disant voilà, là, vous voyez, mon reportage est un reportage tiré du moment des 24 heures que j'ai passé contrôlé par l'armée russe. Faites vous-même la différence avec mes reportages quand je ne suis pas contrôlée. C'est autre chose. Mais il faut avoir l'honnêteté de le dire. Parce qu'attention, il y a beaucoup de journalistes aussi qui ne se disent pas qui les contrôlent ou avec qui ils vont. Personne ne sait. Ça, c'est les coulisses. Voilà. Donc, et en même temps, je me souviens très bien que quand j'étais sur place, les mecs de l'armée russe, qui je parle couramment, comme je parle là en russe, ils étaient là en train de me coller comme s'ils me disaient, mais vous, comme s'ils voulaient. Je leur disais, mais arrêtez, ils avaient peur que je m'échappe ou que je fasse un truc. Et je leur ai dit, mais attendez, vous avez rien. Non, mais évidemment, ils ne connaissaient pas de caractère, mais je leur ai dit, vous n'avez rien compris à ce que je suis. Moi, si j'ai accepté d'être là avec vous, je joue le jeu. Je ne vais pas m'échapper, j'ai pas besoin de vous pour m'échapper. Moi je vais revenir après, je serai sans vous. Mais là, mon but c'est d'être avec vous. Vous voyez, donc ça, journalistiquement parlant, c'est très intéressant de faire différemment. Moi, en Irak, c'est pareil, j'ai pris le parti d'être avec la société irakienne. Et donc, alors que la majorité des journalistes à l'époque étaient embedded avec la coalition américaine. C'est bien, mais c'est one side of the story. Il faut the other side. Idéalement, je ne dis pas que c'est obligatoirement ce que tout journaliste doit faire, mais le faire, c'est quand même... Non, mais c'est intéressant de souligner parce que vous savez très bien que la plupart, tous les journalistes, en tout cas, font pas.
Non mais Oui, mais il y a mille et une façons. Aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on apprend. Il y a eu mille et une façons d'être journaliste. Et moi, je peux vous dire que je donne des cours en master de journalisme en Suisse. Oui. Et mes étudiants, c'est ce que je leur dis. Hein. Alors, ils me disent, mais il n'y a aucun prof qui nous parle comme vous, voilà. Évidemment. Mais ils sont très contents. Parce que, d'ailleurs, moi, je leur dis, soyez libres. C'est-à-dire, n'ayez peur de rien. C'est-à-dire, quand moi aussi, quand j'ai débuté ma carrière, j'étais moins sûre de moi que je le suis aujourd'hui, bien évidemment, c'est normal. Mais j'avais quand même déjà des passions, des spécialités qui m'aidaient justement à être libre. Donc évidemment, j'ai pas été faire carrière en Colombie. En Colombie, ça serait journalistiquement parlant, hein. Mais je ne parle pas l'espagnol. C'est pas une des zones. Moi, la zone que je connais le mieux, ça tombe bien entre guillemets pour cette nouvelle guerre en Ukraine, c'est tout le monde post-soviétique. Donc évidemment, là, j'ai de quoi faire. Parce que je vous le répète une 4e fois, cette guerre sera longue. Donc évidemment. Et elle a déjà commencé. Voilà. Mais elle n'intéressait personne parce qu'elle ne nous faisait pas peur. Et ça, c'est quelque chose qui est assez embêtant, c'est que nous, occidentaux, nous réagissons quand nous avons peur. Or, et ça, Poutine en joue, bien évidemment, parce que la raison pour laquelle il a envahi, qu'il a osé envahir, c'est parce qu'il savait pertinemment qu'aucun État occidental, de l'OTAN, de l'Union européenne, n'interviendrait militairement sur place. Est-ce que c'est lié à l'élection de Biden? Non. Non, ça c'est véritablement une donnée qui existait avant Biden. N'oubliez pas que les Américains en ont soupé des guerres. Moi j'ai couvert toute leur guerre en Irak. C'était quelque chose de dément. En même temps, la puissance, la machine de guerre américaine sur place, il faut le voir pour le croire. J'ai vu ça en Afghanistan aussi. Si ça vous intéresse, ça je l'ai raconté dans mes livres. Parce que voir cette machine en marche, ces Robocop qui finalement s'alourdissent, mais ils me le disent parfois. Bon, c'est très intéressant de parler aux militaires. Moi, j'adore parler aux militaires parce qu'en fait, les militaires, ils sont très pro-militaristes, évidemment, parce qu'on le leur a appris. Et ça, c'est en théorie quand ils sont très loin du terrain. Quand ils arrivent sur le terrain et qu'ils commencent à se battre et que les guerres durent longtemps, ils changent un peu d'avis, hein. Même les militaires purs et durs, hein, je vous assure. Moi j'ai eu des conversations avec des militaires quasi philosophiques, hein, sur ces guerres sont-elles justes, et là je ne sais pas si leur hiérarchie les avait entendues, ces discussions, ce que ça aurait donné. Et j'ai même des officiers canadiens, parce que j'ai un livre qui s'appelle Les brouillards de la guerre, et j'avais été faire la promo au Canada, bon évidemment beaucoup en télé, et suite à une émission télé. Pendant quelle guerre? Et ben, c'était la guerre en Irak. Et la guerre en Afghanistan. Là, c'était sur la guerre en Afghanistan. Non, quand j'étais avec les Canadiens, c'était en Afghanistan. Mais donc, un officier canadien m'avait vu à la télé. Okay. Bon, ça sert quand même d'aller à la télé, hein, parce que ça peut justement avoir... il avait réussi à avoir mes coordonnées, et il m'avait dit, Madame Niva, moi je vous ai vu à la télé, vous êtes très convaincante pour vous. Je revenais du terrain afghan. Et c'était au moment où les Canadiens, le Parlement canadien, était en train de voter ce que la France, nous n'avons jamais fait, son retrait après avoir été présent en Afghanistan. Or, nous, en France, on ne nous a jamais demandé notre avis, hein. Donc, c'était à ce moment-là, et lui, ce militaire, était intéressé du fait que j'avais dit que justement, que j'avais parlé de mon rapport avec le peuple afghan, de la perception par le peuple afghan, des militaires, notamment de la coalition, etc. Et il m'a fait une proposition extraordinaire, que j'ai tout de suite acceptée. Il m'a dit, moi, j'aimerais que vous veniez sur le terrain avec moi, quand je serai déployé en Afghanistan, parler à mes hommes. Je trouve ça dément comme idée. C'est quand même une preuve d'ouverture. Et il a réussi à faire accepter ça par sa hiérarchie. Et je me suis retrouvée sur le terrain afghan, du côté, comme j'aime, libre, avec mes amis afghans civils, dont certains sont des talibans, des anciens talibans, des pro-talibans. Et à un moment donné, j'avais accepté d'être avec les militaires canadiens sur une FOB. Une FOB, c'est Forward Operating Basis, donc c'est une base militairement, une position qui vient d'être prise militairement et qu'il faut tenir. Donc on était dans les montagnes du sud. Et c'est ça que j'ai raconté dans ce livre, les brouillards dans la guerre. J'ai raconté finalement ce face-à-face
entre la perception qu'ont les civils afghans des militaires et celle qu'ont les militaires des civils aussi. Et justement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est lui, ce militaire canadien, qui m'a dit à un moment donné, Anne, maintenant, il est temps que tu partes, que tu quittes la FOB, c'est bon, parce que tu vas réussir à me faire enlever mes lunettes roses de la guerre. C'est-à-dire, je vais commencer à croire que vraiment tu as raison, quoi, que c'est vraiment la merde. Donc voilà, je trouvais ça très très intéressant, quoi. Le fait que, voilà, on a tous des idées reçues sur qui sont les militaires, mais la vie c'est pas ça, quoi. Et le métier du journaliste, c'est pour ça que je l'aime, c'est de raconter l'humain. L'humain, c'est compliqué. C'est très compliqué. Question, oui, pour revenir à la guerre en Ukraine, vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'un nombre conséquent de populations civiles n'avait pas été évacuée. Et vous qui avez été sur le terrain, est-ce que vous savez ce que pensent les populations civiles dans le Donbass, qui sont prises entre les deux belligérants, s'ils prennent parti pour l'un ou pour l'autre, ou pas du tout, ou quels sont leurs sentiments sur la guerre? Écoutez, ils sont complexes, parce que justement, ils sont différents de votre ami qui est à Lviv, parce qu'ils souffrent aux premières loges de la destruction dévastatrice de cette guerre, parce que quand même la force de frappe d'artillerie et de frappe aérienne russe est énorme. C'est le territoire ukrainien qui est en train d'être détruit, c'est pas le territoire russe. Donc les gens qui sont sur place et qui sont restés n'ont qu'une envie, et on doit les comprendre. Ils veulent que la guerre s'arrête. Donc là, effectivement, ils n'ont pas le même discours guerre jusqu'au bout que ce qu'on entend souvent, évidemment, ce que disent les militaires ukrainiens et ce que disent bien sûr les représentants politiques ukrainiens. Mais c'est normal qu'ils le disent, tu ne peux pas dire autre chose. Et les médias aussi, mais c'est ce que vous avez vu dans l'article. Moi, j'ai retenu justement le propos d'une dame, je crois qu'elle était grand-mère et elle vivait avec ses enfants et ses petits-enfants dans sa maison. Oui, et en fait, elle dit, mais nous, on veut juste savoir qui sera le plus à même de nous protéger. Voilà, on n'a pas forcément envie, c'est une question de qui est capable de nous protéger. On n'a pas forcément envie de prendre parti. Voilà. Mais on a juste envie que la guerre s'arrête. Voilà. Et elle expliquait que maintenant, dans les épiceries, voilà, parce que les épiceries étaient ouvertes, mais il n'y avait pas l'eau. Oui. Voilà, exactement. Et bien en fait, on ne souhaite plus la prospérité et la santé, machin, on souhaite la paix. Et donc, du coup, ça donne lieu à des discours qui, nous, qui ne sommes pas en guerre, on se dit, ah, mais c'est. Enfin, comment dire, ça nous renvoie juste à notre réalité. Je peux vous dire, voilà, mais ce serait pareil, exactement. C'est des degrés qui sont forcément liés à ce qu'on vit soi-même, à l'expérience personnelle de chacun. Par rapport. Et ça ne veut pas dire que ces gens-là sont pro-russes ou anti-ukrainiens. Ça veut simplement dire qu'il y a cette lassitude de la guerre qui fait que finalement, peu leur importe qui va prendre le contrôle pourvu que ça s'arrête. Mais on n'en est pas là pour le moment. Et tous ceux qui sont dans ces zones-là, ils sont loin de cesser de souffrir. Et le fait est que il y a quand même énormément de population. Tout le monde ne peut pas partir. Si vous voulez, les premiers à être partis, c'est ceux pour qui c'est le plus facile. Alors, d'abord, il faut avoir quand même un peu d'argent pour partir. Tout le monde ne le peut pas. Il faut des contacts. Tout le monde n'en a pas. Même si les autorités organisent des transports. Et puis, il faut avoir osé quand même aller dans un pays très lointain, qu'on ne connaît pas, dans lequel très vite, tous les Ukrainiens qui sont en France, qui sont ailleurs, dans les pays nordiques, qui sont en Pologne, voient bien qu'il y a un niveau de vie différent. Ils se disent, mais comment je vais faire pour vivre ? Et puis je parle pas la langue, donc et en plus ils ont peur pour ceux qui sont restés, etc. Donc partir, c'est évidemment une solution, mais ça n'est pas la solution. C'est pas genre la solution qui enlève comme un coup de baguette magique tous les problèmes. Donc pour tout ça, il y a des tas de gens qui veulent pas partir, qui disent mais moi je veux rester là, j'ai construit ma maison, j'ai rien d'autre, je vais espérer que ça passe. Et puis il y a les commerçants qui disent bon que s'ils perdent leur commerce, ils n'ont plus rien. Et puis il y a les personnes âgées qui disent moi j'ai vécu d'autres guerres, j'en ai vécu d'autres et j'ai plus rien à perdre, j'ai plus rien à construire ailleurs, j'arriverai pas à m'adapter ailleurs. Chacun a ses raisons. Et donc il reste. Et évidemment j'ai parlé à ces personnes sur le front. Il y en a toujours qui restent. C'est impossible de forcer tout le monde et puis à partir. C'est impossible. Impossible. Mais évidemment, les médias mettent toujours le focus sur ceux qui partent, parce que ça donne un bon sujet. Et céder le Donbass, est-ce que c'est une solution ou pas ?
Pardon, céder le Donbass. Est-ce que dire, non mais parce qu'aujourd'hui, certains disent il faut négocier, il faut maintenant se mettre à la table des négociations, il faut peut-être que Poutine garde le Donbass. Est-ce que ça serait une solution ou est-ce qu'on est, quoi qu'il arrive, comme vous le dites, comme vous l'avez dit, engagé dans une guerre qui va durer longtemps? Non mais attendez, Jocelyn, il faut quand même préciser les choses, c'est pas vous ni moi qui décidons. Non. Ça c'est aussi quelque chose qui commence à m'agacer chez les journalistes et tout le monde. Comme si ce que j'allais dire c'était genre, ça allait changer la position sur la carte. Ce sont les actions militaires, mais je vais vous donner mon avis, mais ce qui va se passer va dépendre des actions militaires sur le terrain. Et pour le moment, c'est dans ce sens-là que je dis que la guerre va être longue. C'est que pour le moment, il n'y a pas de victoire militaire claire, ni côté russe, ni côté ukrainien. Maintenant, il y a un sentiment de la part de la population du Donbass, côté ukrainien, puisque c'est là où j'ai été, même si j'ai envie d'aller côté russe, mais pour le moment, je n'ai été que côté ukrainien. Il y a même côté ukrainien. J'ai rencontré énormément de gens qui m'ont dit « Nous, on souffre depuis 2014. » Ça fait long. Depuis 2014, Kiev n'a rien fait pour nous. C'est ce que disent ces gens. Kiev n'a pas trouvé de solution à notre problème. Donc finalement, si c'est ça, s'il faut qu'on devienne russe, côté russe, ou pro-russe dans des républiques avec plus d'autonomie, autoproclamée comme la moitié des autres, là, eh bien, pourquoi pas? Simplement, Kiev, aujourd'hui, le président Volodymyr Zelensky, ne dit pas ça. Parce que le dire, ça serait accepter une certaine défaite. Et accepter le fait de diviser son pays, de l'amoindrir, d'en modifier les frontières. Mais beaucoup de gens disent que c'est une possibilité qui est dans l'esprit de Zelensky et de ceux qui sont dans son entourage. Mais vous savez, la guerre, terminer une guerre, c'est plus difficile que d'en commencer une. Parce que justement, il faut négocier. Et il faut négocier avec qui? Avec son ennemi. Avec son ennemi. C'est très difficile de négocier avec son ennemi. Mais toutes les guerres se sont terminées comme cela. Sinon, la fin n'est pas claire. Et si la fin n'est pas claire, ça continue. Ça veut dire que tout est gelé, tout va continuer. Ça n'est pas quand même ce que souhaite Volodymyr Zelensky. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que je vous dis que... Mais c'était sans ma question. Voilà, c'est pas fini. Vous avez posé des questions ou pas aux populations que vous avez rencontrées? Vous leur avez demandé si justement ils avaient le sentiment que la guerre allait continuer. Qu'est-ce qu'ils vous répondaient? Ouais, ils sont d'accord avec ça. Bien sûr, ils pensent que oui. Ils ont très très peur que oui. Parce qu'ils voient bien sur place que pour le moment, il n'y a pas de victoire et que ça ne bouge pas, que c'est pas clair. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu une surestimation peut-être des ressources de l'armée russe ou au contraire une sous-estimation de... Ouais, l'armée ukrainienne, personne ne la connaissait. Ouais. Donc là, il n'y a eu ni surestimation ni sous-estimation. Okay. C'est plutôt du côté de l'armée russe que... nos experts divers et variés disent aujourd'hui qu'ils avaient peut-être surestimé les capacités russes. Moi, personnellement, là-dessus, si vous voulez, moi, je suis habituée à voir... Enfin, moi, ça fait longtemps que je m'intéresse à la Russie, très longtemps. Et donc, forcément, aux capacités militaires russes et à la société russe en général. Donc quand je vois arriver soudainement, comme ça, sur tous les plateaux de télévision, des tas d'experts, ils sont déployés, on les connaissait pas. De la même façon qu'on a eu pour le Covid, vous vous souvenez? Oui. Tout d'un coup, on a eu une invasion d'experts, médecins et en Covid divers et variés, et on était tout le monde face à... Ben là c'est pareil avec les experts militaires. Je n'ai rien contre, j'ai beaucoup de respect pour certains d'entre eux. Pas tous. Et simplement, moi je ne suis pas experte militaire, mais j'ai une expérience du terrain militaire qui me donne une... C'est vrai que quand je parle à des militaires, il y a beaucoup de... on parle la même langue parce que je suis une vétéran, comme eux, finalement, des guerres, parce que de terrain. Bon. L'armée russe, elle est simplement, et ça je pense que quand même on pouvait l'entendre et le savoir auparavant, elle est rigide. Elle fonctionne avec des
bon, elle s'est modernisée évidemment du point de vue de son équipement, mais les mentalités et la façon de diriger les hommes, ça compte quand même dans la hiérarchie militaire, la façon dont on mène une guerre, ça compte les rapports humains et comment ça fonctionne, la chaîne de commandement, ça compte énormément. Et bien là, on a évidemment deux profils totalement opposés. Et ça, je dois dire, c'est assez fascinant à observer, puisque bon, d'abord, les Ukrainiens sont les agressés. Donc quand on est l'agressé, on est dans une position de résistance. Et quand on est dans une position de résistance, on a un enthousiasme qui est celui, et donc une force qui est celui de la population ukrainienne aujourd'hui, puisqu'il y a eu une mobilisation générale qui a été décrétée. Hein. Je vous rappelle que côté russe, il n'y a pas de guerre. Personne n'appelle ce qui se passe une guerre. Ça s'appelle une opération spéciale. Voilà. Sur la Tchétchénie, déjà, ils disaient opération antiterroriste. Hein, ils l'appelaient pas guerre, déjà en 99. Vous voyez, ils n'ont pas changé. Et surtout, il n'y a pas de mobilisation générale en Russie. Donc, il n'y a pas d'enthousiasme côté russe, de force, où, disons, les hommes russes pourraient se dire, ben voilà, on va les battre. Ils n'ont pas ça. Puisque officiellement, il n'y a pas de guerre. Et que ceux qui mènent la guerre, les Russes qui mènent la guerre en Ukraine, leur armée est mixte. Elle est à la fois faite de conscrits et de professionnels. Ça s'appelle contract. Donc ces contractniks, c'est des gens qui ont signé des contrats. Voilà. Mais donc c'est une armée de métier. Et c'est un mixte, l'armée russe. Elle est nombreuse, ça numériquement elle est plus nombreuse, mais c'est pas nécessaire, c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Et en plus on a, comme on a maintenant cette nouvelle façon de faire la guerre, qui est quand même propre à ce conflit en Ukraine, hein, on n'a jamais vu ça, qui est que l'Occident envoie du matériel, envoie des armes et des munitions. Et donc là, tous les experts militaires se régalent. Je le dis au sens propre et au sens figuré, c'est-à-dire qu'ils voient sur un terrain qui n'est pas le leur l'efficacité des armes qu'ils ont concoctées et qu'ils ont achetées et qu'ils ont produites. Donc ça excite tout le monde. Hein. L'excitation de la guerre, l'attrait pour le sang, hein, ça, moi, c'est pas la première fois que je le sens. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est les militaires, les politiques, les journalistes. Bon, vous comprenez ce que je veux dire? C'est que tout ça, ça fait de l'audience, ça excite tout le monde, voilà. Et alors que ceux qui subissent, eh ben, eux, ils sont pas là-dedans. Eux, ils veulent que ça s'arrête. Pour en revenir à ta... désolé. Parce que alors, il va être l'heure. Bah oui, donc le temps file. Donc on va peut-être juste une dernière question. Mais c'était pour revenir sur ta question du coup, et je crois que j'ai lu. Bon. Allez, vas-y, ce sera très rapide. J'ai lu ça du coup sur la cyberguerre dans votre article. C'est qu'en fait, et moi j'ai l'impression que c'est ce que j'entends, hein, grosso modo, sur les chaînes de direct et pas de direct. En fait, on dit souvent, vous allez me corriger peut-être, que les Russes n'ont pas mis justement toutes leurs ressources sur le terrain ukrainien, justement parce qu'en fait, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de mobilisation générale. Et vous parlez de ça dans le papier sur la cyberguerre. Et en fait, là où l'Ukraine, justement, s'est mise à fond au niveau professionnel, et il y a des civils aussi qui participent au militaire, j'ai l'impression que, enfin, ce que j'entends en tout cas, c'est que la Russie n'a pas mis toutes les ressources qu'elle pouvait avoir. Parce qu'elle ne peut pas, pour les raisons que parce qu'elle ne peut pas, exactement, c'est ça. Et c'est surtout qu'elle conserve ces ressources-là. Oui. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je vous dis, la mobilisation générale en Russie peut être déclarée. Mais ça ne serait peut-être pas forcément l'objet d'un consensus de ce que j'ai entendu. C'est-à-dire ça va être compliqué parce que ça peut revenir quand même comme un boomerang contre Vladimir Poutine. Voilà. C'est-à-dire que là, s'il y a une mobilisation générale déclarée en Russie, les Russes vont du coup quand même beaucoup plus s'intéresser à cette guerre et donc se rendre davantage compte des souffrances qu'elle provoque et de l'état dans lequel ils sont déjà. Donc ça changera tout. Mais on n'en est pas là. Et puis peut-être il y a aussi le souvenir de la guerre en Afghanistan qui a été quand même assez bien sûr, il y a les vétérans d'Afghanistan, absolument. Il y a des vétérans, enfin des personnes qui ont oui, tout à fait. Oui, tout à fait, vous avez raison. Même de manière plus lointaine, mais la Seconde Guerre mondiale, c'est comme le pays qui a le plus souffert de la Seconde Guerre mondiale. Ah bah oui, vous avez de la guerre, donc bien sûr, les millions de morts de ce que les Russes appellent la Grande Guerre patriotique. Ils l'appellent pas, nous tous on l'appelle la Seconde Guerre mondiale, les Russes l'appellent la Grande Guerre patriotique. Et ça c'est depuis toujours. Et moi j'ai vécu 8 ans en Russie, hein.
Et le défilé du 9 mai, dont on a beaucoup parlé cette année, parce que c'était la guerre en Ukraine, mais si vous voulez, les Russes, depuis toujours, défilent le 9 mai de façon comme ça, très fièrement, pour conserver cette mémoire dans leur population. Donc ça, je veux dire, on peut être d'accord ou pas d'accord avec les Russes, moi c'est pas... je ne les juge pas. Ce qui m'importe, c'est qu'on comprenne que, évidemment, la vision du peuple russe sur la Seconde Guerre mondiale n'est pas la même que la nôtre. Et chaque pays qui y a participé n'a pas la même vision. Et évidemment, de cette vision produit d'autres valeurs, d'autres visions qui sont aujourd'hui instrumentalisées, utilisées à leur maximum pour faire la propagande russe de cette guerre, notamment ce fameux argument du gouvernement nazi à Kiev, de la dénazification, qui est absolument ignoble. Ça, c'est vraiment, c'est affreux. Mais c'est comme c'est quelque chose dont les Russes qui a beaucoup fait souffrir les Soviétiques pendant cette guerre, Seconde Guerre mondiale, ça résonne en eux. C'est pour ça que c'est utilisé par la propagande de Poutine le premier. Dernière question. En tant que journaliste, comment vous faites pour gagner la confiance des populations en guerre quand vous êtes sur le terrain? C'est la clé, hein. Gagner la confiance, c'est la clé, partout, hein. Il n'y a pas que dans les pays. Déjà, la langue. La langue, oui. Exactement. Oui. La langue et l'attitude. En fait, je vais dire, c'est ça le métier. Le vrai métier. C'est-à-dire, pour moi, s'il y a une qualité à avoir, une prioritaire pour faire ce métier, et avoir du résultat, c'est-à-dire des infos. C'est l'attitude que le journaliste réussit à avoir par rapport à tous ceux dont il dépend, qui vont lui donner l'information. Parce que si je vais en Ukraine et que personne ne me parle, ça sert à quoi? Elle va être où l'info? Ben, ça marche pas. Donc il faut... mais ça, c'est le journaliste en général. Hein, le journaliste dans les manifestations des Gilets jaunes. Je dis ça parce que j'y pense là. Bah, oui, mais je veux dire les journalistes télé dans les manifestations des Gilets jaunes. Moi je me rappelle très bien qu'au tout début, vous regarderez, mais au tout début, ils faisaient tout ce qu'ils font habituellement, c'est-à-dire ils ont leur gros micro, BFM, LCI, ça se voit bien et tout, il y a le caméraman qui les prend, ils sont là devant, ils font un stand-up et tout, enfin bon, c'est super visible. Et puis au fur et à mesure qu'ils ont été pris à partie, ils ont enlevé les bonnettes et puis surtout on les voyait même plus à l'image. Donc ils étaient plus discrets. Non, il n'y avait même plus leur nom. Donc ça veut bien dire que tout dépend de l'attitude quand même. Donc l'attitude, enfin la vraie attitude, ce qui fait avoir de l'info, c'est le respect. Et le respect, il est mutuel. Je te respecte, tu me respectes. Moi, je respecte les gens que j'ai en face de moi, quels qu'ils soient, même les mecs de Daesh. Je suis obligée, sinon j'ai rien. Et ils me respectent. Les talibans, pareil. Les militaires russes, ukrainiens, je m'en fous, pareil. S'il n'y a pas une attitude de respect et je ne serai pas respectée et ils ne répondront pas à mes questions. Donc mes questions sont des questions sur des faits, ne sont pas des questions de militants qui servent à les piéger. Enfin, les piéger. Si, je peux les piéger, mais si vous voulez, c'est pas une question dans laquelle il y a déjà une réponse. Ce sont des vraies questions. Merci. Mais on va devoir refaire ça. Hein. Non, mais moi je voudrais juste savoir une chose quand même avant de partir. C'est est-ce que grâce à ce qu'on a dit là maintenant, certaines choses pour vous sont plus claires? Ah oui, on peut faire un parce que c'est quand même le but. Oui, c'est génial. D'accord, bon, bah, tant mieux. C'est super. Oui, j'ai une dernière question pour savoir votre santé mentale. J'imagine que vous êtes engorgé avec les années, parce que c'est toujours être tout le temps dur. Ouais, j'ai une grosse expérience. Vous dormez la nuit là-bas sur place, comment ça se passe? Non, là-bas, sur place, je suis aux aguets en permanence. Du matin au soir et du soir au matin, parce que tout peut arriver à tout moment. Donc il faut... Voilà, ça fait partie de ce qui est devenu pour moi une façon évidente de travailler, mais si on n'est pas aux aguets, eh bien ça marche pas. Donc effectivement, on doit toujours essayer de prévoir ce qui va se passer pour ne pas se laisser embarquer dans quelque chose qui va tourner mal. Mais je n'ai pas la solution, je ne prétends pas... moi j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Hein. Dans la guerre, c'est beaucoup une question de chance, vraiment de chance. Et parfois, il ne faut pas trop forcer sa chance.
Bon, bah, vous reviendrez nous parler. Mais avec plaisir. De Corse aussi. Si vous le voulez, avec plaisir, on refera ça. Et puis aussi de votre livre. Mais bien sûr, et mais tellement de sujets que. Voilà, mais si vous avez, j'imagine, vous avez tous des médias sociaux, si vous mettez des trucs, je retweeterai, on fera ça. Il y aura plus de monde en plus. Voilà, taguez-moi comme ça. Si vous n'avez pas aussi. Écoutez, merci beaucoup d'avoir pris de rien, merci à vous.